Bien, chers collègues, bonjour. Excusez-moi de ces 3 minutes de retard. On va commencer immédiatement. Je vous informe tout d'abord que le bureau de la commission, qui s'est réuni jeudi dernier, 16 mars, vous soumet pour approbation la liste des 25 thèmes d'évaluation des politiques publiques qui ont été retenus pour le printemps de l'évaluation. Alors, vous l'avez sur vos tables. Est-ce que vous voulez que je les lise ou est-ce que vous considérez les avez? D'accord. OK. Je pensais bien qu'il y aurait la réponse, mais je préfère que vous me la fassiez. Donc, s'il n'y a pas d'opposition, ces thèmes sont approuvés. Bon, c'est le cas, donc ces thèmes sont approuvés. Je vous informe également que le bureau de la commission a approuvé la mise en œuvre de la faculté ouverte par le dernier alinéa de l'article 57 de la LOLF de demander à une autorité administrative indépendante une étude relative aux finances publiques dans un champ de sa compétence. En l'espèce, il s'agit de solliciter le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sur les questions relatives aux écoles nationales supérieures d'architecture. Le rapporteur spécial Alexandre Holroyd, qui mène un travail de contrôle et d'évaluation sur les écoles nationales supérieures d'architecture ENSA, pourra ainsi enrichir celui-ci avec cette étude du HCRS qui sera portée à la connaissance de l'ensemble des commissaires lorsqu'elle sera remise. Ce matin, à la demande de Charlotte Leduc, rapporteur lutte contre l'évasion fiscale de la mission gestion des finances publiques, on reçoit Gabriel Zucman, professeur associé à l'université de Beckerley et spécialiste de ces questions. Charlotte Leduc, je vous donne la parole 2 minutes pour expliquer le propos de cette commission avant de laisser la parole au professeur Zucman. Charlotte Leduc, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, parce que vous nous permettez à chacune et à chacun des commissaires aux finances en charge d'un rapport spécial annuel de faire bénéficier aux autres commissaires d'une audition particulièrement marquante. J'ai souhaité pour ma part vous faire bénéficier de l'audition de M. Gabriel Zucman, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Donc, Gabriel Zucman est docteur en économie, professeur à l'Université de Californie à Berkeley, meilleur jeune économiste de France en 2018, lauréat du prix Bernasser la même année et enfin meilleur jeune économiste du monde selon le classement du REPEC en 2019. Un pédigré qui, j'en suis sûre, vous ravira et vous permettra d'apprécier à sa juste valeur les théories et recommandations sur le sujet qui nous intéresse ici, à savoir la lutte contre l'évasion fiscale. Gabriel Zucman est notamment l'auteur en 2013 de La richesse cachée des nations, enquête sur les paradis fiscaux, et en 2020, avec Emmanuel XVI, de Le triomphe de l'injustice, richesse, évasion fiscale et démocratie. J'ai donc eu la chance d'auditionner une première fois M. Zucman en novembre dernier, en visioconférence, puisque vous étiez à ce moment-là de l'autre côté de l'Atlantique, en même temps qu'Anne-Laure Delatte, économiste au CNRS. En effet, dans le cadre de mon rapport sur les moyens mis par l'État dans la lutte contre l'évasion fiscale, j'avais souhaité élargir les auditions au-delà des services de l'administration fiscale, au-delà des services d'enquête et autres organismes de lutte contre l'évasion fiscale, notamment à des chercheurs en économie pour un regard plus large sur cette question, et notamment sur les liens entre évasion fiscale, inégalité sociale, consentement à l'impôt, etc. Concernant l'audition de M. Zucman, il s'agissait notamment de faire un focus sur la question des paradis fiscaux et de l'hypocrisie généralisée quant à la problématique même de leur existence, notamment au niveau européen. Je souhaitais aussi l'entendre sur ses propositions pour lutter véritablement contre l'évasion fiscale au niveau européen. Je pense là à la question de l'impôt universel, à la taxation unitaire ou encore à la proposition de création d'un cadastre financier. Je le rappelle, l'évasion fiscale pour la France, cela représente entre 80 et 120 milliards d'euros de pertes par an. C'est autrement plus conséquent qu'un pseudo-déficit des retraites qu'on agite comme un épouvantail pour faire passer une réforme dont la totalité des Français ne veut pas. Et l'évasion fiscale est d'ailleurs au contraire un sujet de justice fiscale, justice sociale, qui devient de plus en plus partagé dans le débat public. Faut conclure. Les scandales successifs, les différents papers rendent la chose de plus en plus insupportable pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Je pense donc qu'il s'agit là d'un sujet crucial qui doit en tout cas devenir crucial pour notre démocratie. Et je remercie encore une fois M. Gabriel Zucman de venir nous éclairer sur le sujet. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Essayez dans vos propos introductifs d'introduire le propos pour lequel on est là et pas forcément... voilà. Non, je le dis pour tout le monde, et je le dirai pour tout le monde pour la suite. Non, je ne parlais pas de collection de l'économie, ça on peut en faire, mais de manière plus objective. Monsieur Zucman, à vous. Ça va, je préside. J'ai fait des remarques. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs les députés. Je suis ravi de pouvoir avoir cet échange avec vous ce matin. Donc, je suis Gabriel Zucman, professeur d'économie à l'École d'économie de Paris et à l'Université de Berkeley en Californie, directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. Et j'aimerais commencer mon propos par d'abord
prendre une perspective d'ensemble, dépassionnée, aussi objective que possible sur la réalité du système fiscal français, de sa progressivité, ce qui va me permettre ensuite de parler des questions d'évasion fiscale et d'optimisation fiscale des sociétés multinationales. Donc si on regarde la fiscalité française dans son ensemble, en prenant en compte tous les prélèvements obligatoires, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales, la TVA, les taxes foncières, tous les prélèvements obligatoires, et qu'on essaie de calculer les taux effectifs d'imposition des différents groupes sociaux, des différents groupes de revenus. Il y a une étude récente de mes collègues de l'Institut des politiques publiques qui essaie de faire ça avec d'excellentes données, une étude de grande qualité, et qui obtient les résultats suivants. D'abord, dans l'ensemble, bien sûr, le taux de prélèvement obligatoire en France, vous le savez, est de l'ordre de 50% du revenu national, est élevé. Et donc, la plupart des groupes sociaux, les classes populaires, les classes moyennes supérieures, payent peu ou prou 50% de leurs revenus en impôts, tout prélèvement obligatoire compris, hein, j'insiste. Il y a une exception notable à cela, c'est que quand vous regardez les taux effectifs pour les très très hauts revenus, ils s'élèvent à environ 20-25%. D'accord ? Donc, d'après cette étude de l'Institut des politiques publiques, donc à peu près la moitié du taux de prélèvement obligatoire moyen, puis la moitié de ce que les autres groupes sociaux payent en impôts. Donc concrètement, d'après leurs estimations, pour le top 0,0001% des Français aux revenus les plus élevés, donc c'est 370 ménages avec les revenus économiques les plus élevés, ils estiment que le taux effectif d'imposition est de l'ordre de 20-25%. D'où est-ce que ça vient ? Ça vient du fait que la fiscalité française ne parvient pas à bien soumettre à l'impôt sur le revenu des personnes physiques les revenus des très très grandes fortunes. Ces revenus, qui sont principalement des dividendes, tendent à s'accumuler dans des sociétés holding, des sociétés écrans, au sein desquelles ils sont exonérés légalement. Il ne s'agit pas d'évasion fiscale, mais c'est ce que prévoit la loi fiscale. Ils sont exonérés d'impôts sur le revenu, ils ne sont pas sujets, par exemple, au prélèvement forfaitaire unique, à la flat tax de 30%. Ce qui fait que le taux effectif d'imposition, pour ce qui est de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, pour ces contribuables à très haut revenu, tombe à 2-3% seulement. D'accord ? 2-3%, c'est le taux effectif d'impôt sur le revenu pour les 370 ménages aux revenus économiques les plus élevés, d'après cette étude. C'est une faillite assez inquiétante de l'impôt sur le revenu, qui est normalement la pierre angulaire de la progressivité du système fiscal français. Alors évidemment, il y a d'autres impôts qui sont payés par les contribuables à haut revenu. Principalement, c'est l'impôt sur les sociétés, que ces hauts revenus, ces hautes fortunes, donc ces hauts revenus, ces hautes fortunes s'acquittent au travers des sociétés dont ils sont actionnaires. Et c'est pour ça que quand on ajoute l'impôt sur les sociétés, on arrive, et tous les autres prélèvements obligatoires, on arrive à des taux effectifs d'imposition au sommet de la distribution des revenus de l'ordre de 20-25%, 2 fois plus faible que pour les autres groupes sociaux. Pour l'essentiel, ces taux d'imposition viennent de l'impôt sur les sociétés. Comme vous le savez, la France, comme les pays européens, comme la plupart des pays du monde entier, se sont engagés dans une course au moins-10 fiscale en matière d'impôt sur les sociétés sur les 4 dernières décennies. C'est-à-dire qu'au début des années 80, le taux moyen statutaire d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union européenne et au niveau mondial plus généralement était de près de 50%. C'était la réalité au début des années 80. Aujourd'hui, le taux moyen statutaire d'impôt sur les sociétés est de l'ordre de 22-23% au niveau mondial. La France a baissé son taux d'impôt sur les sociétés de 33% en 2017 à 25% en 2022. Et il faut voir l'impôt sur les sociétés en quelque sorte comme un impôt minimum sur les très riches. Parce que quand vous êtes extrêmement riche, vous pouvez organiser votre patrimoine, votre fortune, de façon à ce qu'elle génère très peu de revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais même si vous pratiquez cette optimisation fiscale, vous devez toujours vous acquitter de l'impôt sur les sociétés qui est payé par les sociétés, les compagnies dont vous êtes actionnaire. Donc il faut voir en quelque sorte l'impôt sur les sociétés comme une forme de taxe minimale sur les très riches. Le problème étant que cette taxe minimale a été profondément érodée par la concurrence fiscale internationale d'une part, et aussi par l'explosion de l'optimisation fiscale, en particulier des sociétés multinationales, via la délocalisation des bénéfices dans les paradis fiscaux. Donc ça va être le deuxième
sujet de mon propos. Qu'est-ce qu'on sait au sujet de cette optimisation fiscale et de l'évasion fiscale plus généralement? Donc si on regarde ce qui se passe au niveau des sociétés multinationales, d'après les meilleures études disponibles, environ 40% des bénéfices multinationaux, c'est-à-dire des bénéfices réalisés par des sociétés multinationales en dehors de leur état de siège au niveau mondial, sont enregistrés, sont délocalisés et enregistrés chaque année dans des territoires à fiscalité faible ou nulle. Ça représente une masse de profit de l'ordre de 1000 milliards d'euros par an au niveau mondial, 1000 milliards d'euros par an de bénéfices qui sont réalisés en France, aux États-Unis ou dans les pays en développement, mais qui atterrissent d'un point de vue comptable et fiscal dans des territoires à fiscalité faible ou nulle, que ce soit l'Irlande, les Bermudes, les îles Caïmans, etc. Et cette délocalisation des bénéfices des sociétés multinationales, évidemment, est un sujet qui a été mis à l'agenda des décideurs publics et des organisations internationales depuis une dizaine d'années. Mais d'après les statistiques disponibles, on n'a pas l'impression que les politiques qui ont été mises en œuvre ces dernières années ont réussi à changer significativement la tendance. Comme vous le savez, l'OCDE a lancé en 2013 le processus dit BEPS, pour Base Erosion and Profit Shifting. Un certain nombre de pays ont mis en œuvre des réformes fiscales et des mesures pour essayer de limiter la délocalisation des bénéfices des sociétés multinationales. Il y a une grande réforme fiscale, par exemple, aux États-Unis en 2018, avec un certain nombre de mesures anti-abus. Néanmoins, malgré ces évolutions, les chiffres disponibles montrent que la tendance en termes de délocalisation des bénéfices dans les paradis fiscaux n'est pas à la baisse, et ce chiffre de 40% des bénéfices multinationaux enregistrés dans les paradis fiscaux n'a pas diminué depuis le début du processus BEPS en particulier. Alors, en général, la défense des sociétés multinationales qui s'adonnent à cette optimisation fiscale consiste à dire que, bien sûr, il ne s'agit pas d'évasion fiscale, il ne s'agit pas de fraude fiscale et que tout ça est parfaitement légal. En réalité, les choses sont un petit peu plus compliquées. Comme vous le savez, dans la loi fiscale française, comme dans la loi fiscale de la plupart des pays, il y a des clauses anti-abus générales, des clauses dites de substance économique, qui disent très simplement que les transactions qui ont pour but principal ou pour but unique d'échapper à l'impôt sont illégales, sont une violation de la loi fiscale. Or, quand une société multinationale comme Alphabet, Google, comme elle s'appelait en 2003, crée une société écran aux Bermudes pour y transférer sa propriété intellectuelle, tout le monde comprend que le seul but de cette société écran aux Bermudes, où il n'y a aucune activité substantielle réelle, c'est d'échapper à l'impôt. Et donc c'est en violation de la doctrine de la substance économique, c'est en violation des clauses générales anti-abus qui existent dans la législation américaine comme dans la législation française. Google n'est pas la seule, un grand nombre de sociétés multinationales, que ce soit dans le secteur du numérique ou dans le secteur de la finance ou de l'industrie pharmaceutique, l'industrie manufacturière, enfin c'est un phénomène qui concerne tous les secteurs de l'économie, ont un recours généralisé parfois à l'utilisation de sociétés écrans dans les paradis fiscaux, dont, à l'évidence, le but principal ou souvent unique est d'échapper à l'impôt, et de ce point de vue-là est en violation avec les clauses générales anti-abus qui existent dans nos législations. Donc, même si les multinationales se défendent en disant que c'est parfaitement légal, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que s'il y avait une volonté politique de bien appliquer ces dispositifs anti-abus, le jugement quant à la légalité de ces pratiques pourrait être différent. Je voudrais terminer en parlant des efforts qui ont été faits plus récemment pour essayer d'endiguer la course au moins-disant fiscal et l'utilisation des paradis fiscaux par les sociétés multinationales. En l'occurrence, l'implémentation prochaine de l'accord international sur une taxe minimale à 15% pour les bénéfices des sociétés multinationales. Donc j'aimerais commencer par dire qu'il s'agit d'une évolution importante parce que c'est la première fois qu'un grand nombre de pays, en l'occurrence 130 pays, c'est la première fois que des pays se mettent d'accord pour fixer un taux d'imposition plancher. D'accord ? Jusqu'à présent, il n'y a aucun accord international qui fixe un taux plancher pour quelque impôt que ce soit. C'est la première fois qu'on a un accord international qui vient dire que
pour certaines catégories de contribuables, dans certaines circonstances, le taux effectif d'imposition ne peut pas descendre en dessous d'un certain plancher, en l'occurrence 15% pour les entreprises multinationales. Donc de ce point de vue-là, c'est une évolution majeure qui va commencer à être mise en œuvre dans l'Union européenne dès 2024, ainsi que dans certains autres pays hors Union européenne, et à laquelle plus de 130 pays ont donné leur accord. Néanmoins, bien sûr, cette évolution est insuffisante dans la mesure où, d'abord, le taux de 15% est faible, hein, dans un pays comme la France où le taux de prélèvement obligatoire est 50%, où quasiment tous les groupes sociaux payent 50% peu ou prou de leurs revenus en impôts. Il semble difficilement compréhensible et difficilement acceptable que les acteurs économiques les plus puissants, ceux qui ont le plus bénéficié de la mondialisation, en l'occurrence les sociétés multinationales, puissent payer juste 15%. Ça semble difficilement acceptable. D'autant plus qu'en pratique, le taux effectif pourra descendre en dessous de 15%, car dans le processus de négociation qui a eu lieu sous l'égide de l'OCDE, un certain nombre d'exonérations ont été introduites pour la substance économique, ce qui veut dire très concrètement que si une entreprise a suffisamment d'employés, a suffisamment de capital dans un certain pays, elle peut sortir les bénéfices correspondants à cette activité réelle de l'assiette de la taxe minimale à 15%. Et ça, c'est particulièrement pervers d'un point de vue économique parce que ça donne des incitations aux entreprises multinationales à délocaliser non pas seulement leurs bénéfices comptables, mais leur activité économique réelle, leur production, leurs usines, dans les territoires où les taux effectifs d'imposition sont inférieurs à 15%. Et donc, on risque de voir, hélas, une accélération de la concurrence fiscale internationale en réponse à l'adoption de cet impôt minimum avec ces exonérations pour substances que je viens de décrire. Donc, si on veut lutter contre l'optimisation fiscale agressive, la fraude fiscale, de mon point de vue, l'approche la plus logique consiste à s'appuyer sur ce qui a été fait et qui est quand même une évolution dans la bonne direction, ce pilier 2 de l'OCDE, ce taux minimum à 15%, et simplement dire on ne peut pas s'en satisfaire, il faut aller au-delà, il faut d'abord se débarrasser des exonérations pour substances économiques, donc s'assurer que le taux minimum s'applique à tous les bénéfices enregistrés dans tous les pays, et puis ensuite évoluer vers des taux minimums d'imposition qui soient plus élevés que 15%. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'un accord international, qu'il n'y a pas besoin que tous les pays se mettent d'accord sur un taux élevé de plus de 15%. Il suffirait, la France toute seule pourrait dire nous considérons que la norme de justice qui s'applique dans notre pays, c'est les sociétés multinationales doivent payer au minimum 20%, 21%. L'administration américaine, au début de la présidence de Joe Biden, était en faveur d'un taux de 21% ou 25%. Donc pour les sociétés multinationales françaises et pour les sociétés étrangères qui ont une activité en France, le taux qui s'applique devrait être non pas 15, mais 20 ou 25%. Et c'est l'approche la plus puissante pour lutter contre toutes les formes d'optimisation fiscale agressive, dans la mesure où si on inclut tous les bénéfices dans l'assiette de ce taux minimum, on peut s'assurer que quelles que soient les stratégies d'optimisation fiscale mises en œuvre par les entreprises multinationales, à la fin des fins, ces dernières s'acquittent d'un taux minimum significatif. Et donc, ça permettrait de faire des progrès véritables sur ces questions. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie.